Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, salut à tous, merci d'être encore là cette semaine pour un nouvel épisode sur Money Tree. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois que je reçois un invité pour la deuxième fois. Du coup ça fait un peu répétitif mais c'est ça. Cet invité c'est Jérémy Dols. Salut Jérémy. Salut. Ça va ? Très bien, depuis la dernière fois. Ouais, depuis la dernière fois. On est dans la même salle que la dernière fois, ouais, dans tes jolis locaux. Mais ça a un peu changé, la disposition a un peu changé. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais je prendrai une petite story après pour vous partager ça. Mais comme Jérémy a plusieurs activités, il en parlait dans l'épisode numéro... j'ai pas fait mes devoirs, donc j'ai oublié le numéro d'épisode, mais c'était un épisode sur la vente à réméré qui avait beaucoup fonctionné d'ailleurs. Qui vous avait beaucoup plu, puisque c'était un sujet qui n'était pas trop traité par ailleurs. Et Jérémy avait fait... quelques opérations là-dessus assez intéressantes et il nous avait raconté ça, donc je vous invite à aller écouter l'épisode, il était vraiment top. Et du coup on avait tourné cet épisode et dans cet épisode, au-delà de la vente à réméré, Jérémy s'était présenté et donc il a plusieurs activités, notamment des activités e-commerce, puisque c'est ce qui a fait aussi sa réussite principalement, entre autres, et dont une activité qui s'appelle Jeanne et Jean. Pour en parler, peut-être que ça peut intéresser des gens aussi, voilà, qui vend des fauteuils. Des fauteuils releveurs. Des fauteuils releveurs. Pour les seniors. Donc. Voilà, pour les seniors. Et donc, on est installé confortablement dans des fauteuils releveurs. J'ai ma petite télécommande. Je peux aller m'allonger les jambes pour la circulation. C'est top. Et non, on est très bien installé. Donc, ça, c'est super. Et aujourd'hui, on va non pas parler de vente à réméré, parce que ça, c'est déjà fait, mais on va parler de vente en viager. Donc, je trouve que les fauteuils releveurs, c'est pas mal, en fait. Finalement, j'avais pas fait le lien, mais au final, on a un peu un lien. On est un peu dans la même cible. Oui. Nous... on est pas mal, tu disais effectivement qu'on fait aussi du e-commerce, moi depuis 17 ou 18 ans maintenant, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, on s'est vraiment orienté vers la silver economy. Alors, pas de manière stratégique, mais c'est plus quand tu commences à découvrir un domaine, naturellement, tu commences à comprendre pas mal de choses. Et puis, moi, je suis opportuniste, donc se créer des opportunités en termes de marché, de produits. Et c'est vrai que depuis 4-5 ans, sur mon activité, on va dire digitale, on s'est vraiment orienté sur ce marché des seniors, qu'on connaît donc maintenant bien. Donc on a une activité qui s'appelle Bonjour Senior, qui est un gros site... qui renseigne les seniors et les aidants sur tous les produits et services autour du maintien à domicile. Donc vraiment, c'est un portail d'information. C'est presque devenu maintenant un média, parce que beaucoup d'informations qualitatives, beaucoup de rédacteurs qui rédigent du contenu. Et là, c'est quoi ton modèle sur ce site-là ? Le modèle, c'est la collecte de contacts qualifiés. Donc on a maintenant 9 personnes qui rappellent tous les jours les contacts de seniors ou d'aidants qui ont voulu des renseignements sur un produit ou sur un service autour du maintien à domicile. Donc le business model, c'est la revente du lead qualifié. Ok, le lead, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prospect, un contact de prospect qualifié. Ok. Donc bonjour senior, il y a maintenant 7 ans que je dirige la société France Tombal. Alors là, aussi, on est bien dans le viager, là, avec France Tombal. Oui, c'est vrai que... dans le même univers. Ouais. Donc France Tombal, qui... on vend des monuments funéraires qu'on pose partout en France, qu'on fait fabriquer dans le Cidobre, proche d'ici. Dans le Tarn, ouais. Dans le Tarn, ouais. Donc c'est vraiment du made in France et très, très local. Mais bien sûr, on fournit des monuments funéraires qu'on livre partout en France. Et on fait aussi, là c'est plus du e-commerce traditionnel, on va dire, de la plaque funéraire, qu'on expédie également sur le marché français. Plus récemment, comme tu le disais, là, il y a maintenant 2 ans, on a créé Jeanne et Jean,
Donc là, on a créé une autre marque de fauteuils releveurs et fauteuils relax à destination des seniors également, qui fonctionnent très bien. Donc c'est vrai que voilà, tu vois, on est assez actif sur cette Silver Economy. Silver Economy, tu t'estimes à partir de quel âge qu'on est senior? Je crois que techniquement, c'est 65 ans. Ok. Bon, 70 ans, quoi, je dirais. Ok. Voilà, parce que... Bon. Là, on va dire l'âge de la retraite officielle. Voilà. Alors, l'âge de retraite Voilà. dans 10 ans, peut-être. Pas l'âge de la retraite de tous ceux qui nous écoutent, parce que s'ils écoutent Money Tree, c'est justement pour essayer de l'apprendre plus tôt et de ne pas dépendre de ça, mais et on va dire, de se décharger de tous ces sujets d'actualité. Voilà. Ouais. Non, voilà, et pour faire, donc effectivement, comme tu l'as dit, j'étais intervenu il y a quelques mois là, sur la partie Réméré, et en parallèle de cette activité, on va dire digitale et e-commerce, j'ai depuis une dizaine d'années créé la société Urbatech 31, qui était une société de marchands de biens, aménageurs, lotisseurs, promoteurs également, petits promoteurs. Donc en tout cas, tout ce qui est opération immobilière au sens large. Et naturellement, voilà, pour en revenir, on va en venir au sujet d'aujourd'hui. On a relié, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, notre connaissance dans la silver economy et dans le digital, et avec notre connaissance dans l'immobilier, et pour créer la marque Office du Viager, et se lancer sur le secteur du viager. Voilà. Donc Office du Viager, avant de rentrer dans le marché du viager qui est sûrement peu connu par rapport au marché de l'investissement locatif standard de la part des auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est ton champ aujourd'hui d'intervention sur l'Office du Viager? Est-ce que c'est local, est-ce que c'est national? Comment tu es structuré? Et quelles sont les ambitions aussi? Donc on a, comme toutes les activités qu'on a dans le groupe, on intervient au niveau national, donc en France. On intervient du coup sur la transaction viagère. Donc quand on dit transaction viagère, alors, et assimilée, on va dire, donc soit vraiment de la vente viager, mais aussi nue propriété, bon, qui est très très proche quand même de la vente viagère, et également de la vente à terme, où là la différence c'est qu'il y a un terme qui est connu, il n'y a pas l'aléa de la durée. Donc on est sur toute cette typologie de vente, et on accompagne les seniors vendeurs qui ont un projet de vente en viager. On les accompagne sur tout le territoire, donc on va les rencontrer. On a des collaborateurs, des partenaires sur toute la France. Donc on est maintenant, on approche d'une 40aine de collaborateurs. Et ça grossit très vite, on a beaucoup de demandes. Donc voilà, on est bien structuré. On a un siège qui est ici, sur Toulouse. On a des outils digitaux, parce que c'est quand même notre métier, et informatiques qui sont bien structurés. Et on a des ambitions de devenir un acteur, on va dire, significatif de la transaction viagère en France. Ok. Qui est aujourd'hui trusté par des gros, type René Coste, qui est le premier qui me vient à l'esprit. Oui, effectivement, il y a un gros leader qui est René Coste. Et on pense qu'il y a de la place pour des acteurs, on va dire, plus digitaux, plus agiles. Parce que René Coste, ils ont des points physiques dans les villes de France? Non. Non, il n'y a pas. Très peu. C'est pas un modèle avec des agences vraiment très. Non, c'est plus un modèle avec des salariés qui sont partout en France et qui se déplacent chez les seniors, chez les vendeurs. Je crois pas qu'il y ait d'agence, je sais pas. Je pense pas. Et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter justement aux vendeurs, toi, et aussi à l'acquéreur éventuellement par rapport à un René Coste avec ce modèle digital? Ce qu'on apporte, c'est des outils, effectivement, des outils digitaux. On détecte le besoin sur le web. C'est comme ça notre modèle. Donc on est sur un modèle de détection de besoins au lead. Donc on sait, je pense, arriver à bien analyser le besoin des vendeurs. On est très qualifié sur la partie Silver Economy. On connaît déjà très bien en fait les seniors, pour les accompagner déjà dans le maintien à domicile au final. Donc on connaît très très bien leur quotidien en fait.
Et le viager, on sait à quoi ça peut leur servir. On connaît leurs besoins et leur envie de rester chez eux et le plus longtemps possible. Et c'est vraiment ça qui ressort de toutes nos activités. D'être indépendant financièrement et de pouvoir vivre là, une fin de vie, on va dire, confortablement, voilà, confortable, avec une pression financière qui diminue, quoi, enfin, qui est acceptable, et sans faire appel à l'aide, par exemple, des enfants, qui est quand même vécu comme quelque chose d'assez douloureux quand c'est nécessaire. Donc on connaît effectivement, voilà, je pense en fait, on sert déjà les seniors depuis 6-7 ans dans différents domaines, comme on en a parlé. Et donc je pense qu'on est, voilà, on sait les écouter, on connaît très très bien leurs besoins. Donc je pense que sur ça, on apporte une vraie différence. Et malgré le fait qu'on ait des outils essentiellement digitaux, il y a de vraies compétences en interne, et notamment d'écoute. Voilà. Et on essaie vraiment de comprendre le projet du senior qui souhaite vendre et de le conseiller au mieux sur les différentes possibilités qu'on peut lui proposer. Mais sur ça, on est agile. C'est vraiment notre fer de lance là, dans le groupe, on va dire. C'est vraiment agilité et adaptabilité. Voilà. Et on fait des transactions, enfin, on est plutôt à distance, en tout cas, le premier contact est fait à distance avec le senior, mais on a cette qualité d'écoute, cette connaissance fine des besoins des seniors. Et ensuite, bien évidemment, on est aussi sur tout le territoire et on va rencontrer chez eux chacun des vendeurs qui en fait la demande pour estimer le bien déjà, et puis pour discuter. Parce que la qualité vraiment des rencontres avec les seniors est très bonne, quoi. Et au final, il y a vraiment une discussion assez intense, et on discute de plein de choses en fait. Et vraiment pas que de l'immobilier. Et donc les seniors se confient beaucoup, et on a besoin de ça, nous, pour bien comprendre leur projet et proposer des solutions en adéquation avec leur projet. Alors on est aussi là pour leur dire que des fois, il y a des choses qui ne sont pas possibles, hein, on n'est pas... Mais voilà, donc il y a vraiment un accompagnement qui est fait sur la partie senior, et sur la partie investisseur. Pareil, on a l'habitude aussi de traiter avec des investisseurs, hein. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait de l'immobilier, donc on voit aussi les réflexes de l'investisseur. Et sur ça, on sait aussi bien comprendre ses contraintes, les ratios qu'il va regarder, voilà, bien placé pour en parler ici, en termes de rentabilité, d'opportunité, de stratégie, de diversification des investissements. Donc on reviendra peut-être après plus sur les détails, mais en tout cas on est sur un sous-jacent bien évidemment immobilier qui rassure tout le monde, avec un fonctionnement un peu différent, avec une grosse décote à l'achat, ce qui est intéressant en tout cas philosophiquement pour l'investisseur. On aime bien toujours acheter avec une décote. Donc le fonctionnement est vraiment, enfin, en tout cas pour moi qui suis aussi à titre personnel investisseur et qui ai fait pas mal de typologies d'investissements différents. On parlait du réméré, moi j'aime bien aller chercher des choses un peu atypiques, effectivement. Donc je sais que tu as fait aussi un enregistrement sur quelqu'un qui faisait de l'achat aux enchères. J'ai aussi acheté des biens par exemple aux enchères. Donc j'ai bien testé un peu pas mal de choses, de l'entrepôt, de l'industriel, du bureau. Et je pense vraiment que dans une stratégie d'investissement structurée et cohérente et ambitieuse, je pense qu'il faut vraiment penser à mettre une poche viager. Ça me semble cohérent. Alors justement, est-ce que tu peux nous détailler, parce que moi je connais très mal le viager,
Et je voulais pas trop qu'on en parle avant aussi, parce que j'aimerais bien découvrir ça pendant l'épisode en même temps que les auditeurs et les auditrices. Est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est le viager, en quoi ça consiste, comment c'est régi? Il me semble aussi qu'il y a des choses, on peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, il y a des règles de calcul, des choses comme ça. Est-ce que tu peux voilà, je veux acheter un viager, mais j'y connais rien, je viens de te voir. Est-ce que tu peux me guider? Donc le viager, bon, tout le monde a un petit peu entendu parler. C'est finalement assez simple. Ça revient donc à un vendeur, donc un senior, parce que on va dire qu'à partir de 65, mais 70 ans, on peut commencer à penser à vendre bien un viager. Avant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, en fait, le principe, donc, c'est de vendre son bien tout en conservant un droit d'usage et d'habitation. Donc, c'est parfaitement adapté, voilà, aux seniors d'aujourd'hui, il me semble. Parce que le senior, ce qu'il veut, c'est rester chez lui. Et ce qu'il veut aussi, c'est pouvoir vivre dignement la fin de vie. Donc, le viager, c'est ça. Ça permet donc à un vendeur de vendre et de rester occuper le bien. Donc, on vient appliquer en fait une décote. Donc, tout part de la valeur vénale, donc la valeur de la pleine propriété du bien, auquel on vient appliquer une décote qui correspond en fait à la valeur de l'occupation. La valeur de l'occupation qui se base sur une deadline, donc sur sur l'espérance de vie. Sur l'espérance de vie. Ok. Donc effectivement, tout part donc les ratios importants, c'est la valeur vénale et c'est l'espérance de vie de la personne ou des personnes, parce que ça peut aussi être fait pour un couple. Donc c'est quoi du coup l'espérance de vie? Il y a quoi? Il y a 2 critères, c'est homme-femme? Ouais, homme-femme et âge. Ok. C'est que ça. Donc, et là, après, on va se baser sur différentes tables de mortalité. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la table de l'INSEE, il y a la table des assureurs. Il y a surtout, ce qui fait un peu foi dans notre métier de viagériste, c'est le barème d'Aubry. Aubry? Ouais. Comment ça s'écrit? d'Aubry. Ah, d'Aubry. Ouais, D-A-U-B-R-Y. Ok. Et qui, lui, voilà, et quand même vient un petit peu régir les règles de décote, on va dire. Mais qui ne fait pas, voilà, mais qui n'est pas immuable, quoi. Enfin, c'est comme, voilà, comme dans toutes les transactions immobilières. Il y a un vendeur, il y a un investisseur ou un acquéreur, et il y a la rencontre entre des conditions qui matchent entre les deux. Donc tout est réglé voilà, par ça. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, et c'est ça aussi que nous, peut-être, on essaie de faire bien, c'est de venir moduler en fonction des souhaits, des besoins à la fois du senior, mais aussi des capacités et des souhaits de l'investisseur. Et en fait, on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, on va voir qu'en fait, il y a plusieurs paramètres qu'on peut bouger. Donc, c'est plus complexe qu'une vente traditionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a quasiment pas de vente en viager qui ne passe pas par un intermédiaire. Ça existe, ouais. Ça n'existe pas. En direct, ouais, ça me paraît assez complexe. Ouais. Donc en fait, voilà, on essaie de venir moduler des paramètres. Donc, les paramètres, c'est quoi? Donc on part de la valeur vénale, on identifie l'espérance de vie, et ce paramètre-là vient nous appliquer une décote. Puisqu'on va venir donc prendre la valeur vénale et enlever le droit d'usage et d'habitation pour arriver à une valeur d'une décote. Alors en moyenne, c'est dur de dire parce que ça dépend vraiment de l'espérance de vie, mais on va dire 40-50% de décote à peu près. Hein. Ah ouais, ok. Je crois que la moyenne d'un vendeur en viager, je crois que c'est 75 ans. Ok, 75 ans, et donc tu achètes le bien quasiment 2 fois moins cher. Ouais, alors voilà, potentiellement. Ouais, potentiellement, c'est à peu près ça. C'est des grosses masses. Après, il faut affiner en fonction du projet. Une fois qu'on a appliqué cette décote, on va pouvoir répartir ce prix en fait en 2 parties. Une partie bouquet qui va être payée par l'investisseur de façon immédiate au moment de l'acte. Ok. Et une rente qui est une rente viagère, qui elle va être une somme que l'investisseur va s'engager à payer, un peu comme le loyer, jusqu'à la fin de vie du vendeur ou des vendeurs. Quand tu dis fin de vie, ça veut dire que la personne décède
le mois d'après, j'ai plus de rente. C'est vraiment le dernier mois. Ouais, Le tout à fait. dernier mois à payer, c'est le mois de son décès. Et à partir de là, c'est fini. Ouais. Ok. Bon, après, il y a des cas aussi un peu spécifiques de départ anticipé qu'on peut traiter. Par exemple, pour un départ en maison de retraite. Ok. Et là, on applique, voilà, si on peut appliquer des. Et là, l'investisseur récupère la jouissance en fait du bien. Et là, c'est prévu aussi dans le contrat de venir appliquer une augmentation de la rente. Donc tout ça, ça se prévoit. En fait, c'est hyper souple. C'est pas du tout figé. C'est un accord entre un vendeur et un investisseur. Et donc, c'est quoi la répartition en moyenne entre justement ce bouquet par exemple, sur 100 000 euros, quel va être mon bouquet, quelle va être la rente à terme? Ben, c'est assez libre. On peut l'orienter un petit peu comme on veut. Mais on va dire, en moyenne, je crois que le bouquet, ça représente à peu près 30% de la valeur vénale du bien. 30% le bouquet. Okay. Donc, bon, après, une répartition qui est faite, voilà, je te dis. Oui, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. De choses. Mais en tout cas, ce qui est quand même important de noter, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez souple, en fait. Donc, il y a une négociation qui est faite, et puis, voilà, il y a un accord qui doit être trouvé. Effectivement, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plus de paramètres, on voit bien, qu'un bien immobilier classique. Mais je pensais que c'était plus figé que ça, tu vois. Je pensais qu'effectivement, il y avait des grilles et qu'on n'avait pas trop le choix que de se caler sur ces grilles-là en fonction de l'âge et de l'espérance de vie. Non, mais effectivement, comme je te dis, il y a un barème, le barème d'Aubry là, qui est connu et qui s'applique, qui peut être une première étape de négociation, on va dire. Un point de départ. Mais ce barème d'Aubry, il est quand même, il s'adapte quand même beaucoup plus à des régions très dynamiques en termes d'immobilier et beaucoup moins dans les campagnes, D'accord. Et dans les petites villes. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, il vient intégrer une rentabilité locative. Donc je crois que le barème, il intègre une rentabilité locative autour des 4%. Et tu vois, c'est plutôt des rentabilités qu'on va trouver dans des villes très patrimoniales. Ok. Et donc en fait, il est beaucoup moins adapté pour des villes moyennes ou des villes petites, et encore moins vraiment en campagne. Okay. Donc on s'en éloigne en fait de plus en plus. Donc il n'est pas adapté partout, c'est ce que je veux dire. Et donc là, c'est une négociation qui est vraiment ouverte. Donc, et ça, c'est vous. Vas-y. Non, ce que je veux dire, puisqu'on parle aussi des petites villes et des villes en campagne, nous en fait aussi la différence qu'on a là avec Office du Viager, c'est que vraiment l'engagement qu'on prend, c'est d'être vraiment sur la totalité du territoire. Et ce qui n'est pas toujours le cas chez les viagéristes, qui vont plutôt privilégier les vendeurs dans les grandes villes, Île-de-France, PACA, Pays Basque, qui sont des régions dynamiques pour le viager. Nous, ce qu'on veut vraiment faire, parce qu'on voit quand même qu'il y a une dimension sociale aussi, c'est qu'il y a vraiment aussi des besoins de seniors de financer leur fin de vie partout, et pas qu'à Paris. Donc, et sans se poser trop de questions sur effectivement le revenu récurrent pour vivre, quoi, pour leur train de vie, j'imagine aussi. Ouais, ouais, ça c'est vraiment ce que cherche le senior en priorité, c'est améliorer son train de vie, mais dans les campagnes également. Et c'est vrai que sur ça, en tout cas, voilà, nous on prend un engagement, on traite de façon identique des vendeurs intéressés sur Montauban, par exemple, que je connais bien, ou voir des petites villes de campagne, que des biens à Biarritz ou à Paris. Ouais. Donc c'est ça l'engagement aussi qu'on prend, nous. Et c'est vrai que c'est pas toujours fait par tout le monde, parce que voilà, on sait très bien que ça va être des biens qui vont être un peu plus compliqués pour trouver des investisseurs. Mais nous, on essaie quand même de servir tout le monde. Voilà. Et on pense que pour un investisseur, il y a vraiment aussi une logique à aller sur des villes petites, sur des villes moyennes. En tout cas, moi, c'est vraiment ma vision en tant qu'investisseur dans l'immobilier, c'est que le Covid aussi a pas mal dynamisé les campagnes, les villes plus petites. Donc moi, je crois beaucoup quand même au réveil, on va dire, des villes petites, des villes moyennes de France, en termes de potentiel de hausse de l'immobilier. Même en termes de tension locative, du coup, parce que j'ai l'impression que sur le viager, tu as très peu d'acquéreurs résidence principale.
parce que finalement, tu sais pas quand est-ce que tu vas déménager, c'est un peu compliqué, il me semble, de prévoir ça. Donc, peut-être tu peux me le confirmer, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup. C'est quasiment une cible d'investisseurs à 100%. Oui, Enfin, ça peut être par exemple un projet de résidence secondaire ouais, à terme. ouais, à Pour terme. quelqu'un Mais... qui a 40 ans, ouais, non, c'est sûr, tu as raison, parce que sinon, ouais. pas attendre longtemps. Enfin, voilà, il y a cet aléa qu'il faut accepter et qui est difficilement tolérable pour une résidence principale. Alors que sur un investissement immobilier, on verra que ça a tout son sens, quoi. Ouais. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, ce que tu disais, ça peut aussi s'appliquer aux investisseurs, aux locataires, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus peut-être de demandes locatives en dehors des grandes villes, du fait de cet exode post-Covid, effectivement, ou pendant le Covid. Parce que ça a été un exode très résidence principale. On sait que les gens dans les grandes villes ont voulu acheter leur résidence principale et déménager dans des campagnes. Je pense que tu me disais, tu as vendu ta maison aussi à des Parisiens. Moi aussi, j'ai vendu une maison à des Parisiens précédemment. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a cet esprit-là. Et tu penses qu'en termes de location, ça va être aussi le cas? Ah oui, moi je pense que de toute façon, moi, je pense que c'est décorrélé. Hein. Je pense que quand on peut continuer à travailler dans son entreprise avec un gérant, par exemple, du télétravail partiel, hein. Ouais, et si on a une envie d'habiter ailleurs pour trouver peut-être une qualité de vie différente, abaisser une tension de stress, etc., je pense que soit on a les moyens effectivement d'acquérir son bien, mais si on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas même le projet, Ouais. Je pense que le déclencheur, c'est vouloir vivre là où on a envie de vivre, qu'on soit locataire ou qu'on soit propriétaire. Donc effectivement, les gens qui sont propriétaires aujourd'hui, les seniors qui sont propriétaires aujourd'hui dans des campagnes, ont aussi, en plus des gens qui voudraient acheter leur maison pour y vivre, cette solution du coup de sortie avec une rente assurée à terme de vendre en viager, quoi. Ouais, moi je pense vraiment que ça correspond. Ça correspond aussi à la conjoncture. Enfin, la conjoncture, on va dire, entre guillemets, de crise qui intervient là, depuis quelques mois sur la partie hausse, inflation, hausse des coûts des énergies, notamment, amplifie encore ce phénomène pour moi. Et va, à mon avis, et d'ailleurs on commence à le constater, va décupler le nombre de vendeurs intéressés par le viager, parce que ça va répondre à un besoin. Okay. Et si on y ajoute le vieillissement de la population, qui, là je crois que les chiffres que j'ai, je crois qu'il va y avoir dans les 25 ans, je crois, qui arrivent, plus 17 millions de seniors en France. Ouais, c'est balèze. Donc, bon, en tout cas, voilà, on a une génération de boomers là, qui va arriver à l'âge de la retraite. Et donc, on va avoir beaucoup plus de seniors. Les seniors, je crois que les chiffres, donc c'est quand on a, en France, les plus de 70 ans sont, je crois, à 72% propriétaires de leur résidence principale. Okay. Donc, voilà, on pense que tous ces chiffres-là, à la fois le vieillissement de la population en France, mais également les besoins de trésorerie pour vivre et vivre bien à la fin de vie, va faire qu'il va y avoir de plus en plus de vendeurs intéressés par ce type de vente. On pense en fait que c'est moderne, hein, et que ça va revenir vraiment sur le devant de la scène. Je crois que c'est ancestral, ça existe depuis, depuis très longtemps. Bon, tout le monde le connaît plus ou moins, le viager, alors que pour le coup, le réméré, à mon avis, c'était beaucoup moins connu. Tout à fait, ouais. Mais je pense que c'est un produit qui me paraît parfaitement adapté, et je pense que vraiment on va entendre parler sur les décennies qui arrivent. Alors moi, je suis investisseur, je veux investir en viager. J'ai entendu parler qu'il y avait viager libre, viager occupé. Ce serait peut-être intéressant que tu nous fasses un peu la différence, que je comprenne dans quoi je m'embarque si je vais dans un viager occupé, ça j'ai à peu près compris. Mais c'est quoi la différence entre un libre et un occupé? Bon, viager libre, ça reste exceptionnel. Donc vraiment, c'est pour ça que oui, je vais t'expliquer la différence, mais c'est vraiment c'est une toute petite partie des ventes en viager. Le viager libre, c'est le fait de vendre son bien avec un bouquet et une rente, mais sans occuper le bien. Donc en fait, on n'a plus cette décote d'occupation. Donc ça veut dire que la rente, elle peut potentiellement être payée par un locataire que tu mettrais dedans. Tout à fait, ouais. Ça, c'est un produit qui est typiquement intéressant pour les investisseurs. Oui, mais ça c'est peut. Rare. Ouais, mais c'est rare. Ouais, c'est rare parce qu'en fait, pour le vendeur,
le vendeur, s'il habite pas son bien, il peut le louer aussi. Donc, ouais, mais il s'enlève des contraintes. Oui, ça enlève des contraintes. C'est comme un crédit vendeur, tu t'enlèves des contraintes, tu n'as pas de locataire à gérer. Il y a moins d'aléas. Ouais. Tu es sûr d'être payé. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi de le viager, parce que c'est qu'effectivement, pour le vendeur, il y a quand même une sécurité très importante. Et oui, c'est quoi la garantie justement du vendeur? La garantie, c'est que s'il n'y a pas le paiement de la rente par l'investisseur, si à un moment ça s'arrête, pour une raison ou une autre, c'est le bien qui garantit. Donc on peut faire annuler la vente tout en conservant, pour le vendeur, tout en conservant tout ce qui a été versé. Ok. Donc vraiment la garantie, elle est très très forte. C'est pour ça qu'il y a pas... Voilà. C'est très sécurisant pour un vendeur de vendre en viager. Donc ça veut dire que le bien est garanti d'un côté le vendeur sur sa rente, le bouquet lui il a été payé, mais ce bouquet il a potentiellement été financé par une banque qui a la garantie, c'est garanti aussi sur le bien? Non, non, effectivement, pour l'investisseur, du fait qu'il y a une espèce de garantie qui est prise sur le bien par le vendeur. Ok. S'il y a une rente, parce qu'on va voir que nous on commence à proposer des viagers 100% bouquets. Ok. Ça on va en parler, c'est intéressant. Mais effectivement, si l'investisseur, l'acquéreur, fait un prêt bancaire, la banque ne peut pas se garantir sur le bien. Ok. Sauf dans le cas où il n'y a pas de rente. On va en parler. Donc effectivement, pour le vendeur, la garantie, elle est excellente, quoi. Il n'y a aucun risque, vraiment. Ouais, ça c'est très clair. Et alors explique-nous justement comment je peux me faire financer un bien en viager justement. C'est quoi l'approche des banques aujourd'hui par rapport à ça? Qui sont de manière générale assez frileuses sur tout ce qui est pas très démocratisé, quoi. Ouais, alors effectivement, l'approche c'est quoi? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un levier qui est concédé par la décote. Donc, par exemple, un bien qui vaut 100, je vais déjà l'acheter 50 ou 60, 55. Donc, il y a déjà ce levier-là qui est déjà permis à l'investisseur. Alors quand tu dis décote, Jérémy, c'est juste, en fait, le bien il vaut 100, je l'achète, le bouquet c'est 50. Donc ça veut dire que la décote, c'est 100% de mon bouquet en fait. Enfin, tu vois, c'est mon bouquet, mais la décote, elle n'est vraiment réalisable que si le mec meurt le lendemain, quoi. Tu vois, c'est ça. Parce que si la rente, en fait, quand tu rajoutes la rente, finalement, ton bien, il est décoté de combien si tu vas jusqu'au bout des choses? Oui, alors le calcul, il est un peu complexe, mais non, en fait, si tu veux, on décote. Donc, le prix est de 100. Ouais. On estime l'espérance de vie. Ouais. Donc, on prend des barèmes, on vient décoter le bien de 50, on va faire simple. D'accord ? Donc, la valeur du bien occupé, et on définit donc de 50. D'accord. On prend ces 50, ouais. ces 50, on va les répartir entre une partie bouquet et une partie rente. Okay. Donc, si tu veux, c'est pas 50 qu'on va payer en bouquet, c'est peut-être 30. Ok. Ça, oui, donc il y a quand même une décote in fine. Ok. D'accord. Donc, la décote, si tu veux, entre le prix, la valeur vénale et le bouquet à verser, en général, le bouquet représente à peu près 30% de la valeur vénale. Ok, je comprends. Donc, si tu veux, tu as déjà un gros effet de levier. Donc, il n'y a plus 100 à financer, en gros. Il y a 30. Sans les banques. Et en ce moment, avec des taux d'intérêt, c'est pour ça que ça va avoir encore plus de sens d'investir en viager. Parce que quand on achetait, quand on empruntait à 1%, quand là maintenant on va emprunter à 3,5, 4, peut-être demain, c'est plutôt la même chose. Donc là, c'est ça qui me paraît encore plus intéressant dans la conjoncture actuelle pour un investisseur. C'est qu'au final, c'est comme si le vendeur vous faisait un crédit. Donc, c'est ça. Encore plus intéressant sur les taux de crédit qu'on a maintenant et qu'on va avoir, je pense, encore pour quelques années, quoi. Donc, et ça ressemble beaucoup au crédit vendeur au final. Je sais pas si tu as déjà fait du crédit vendeur. Non, je connais mal ça. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Au final, tu garantis effectivement une rente au mec, sauf que le crédit vendeur, c'est une vente plutôt enfin, il y a un terme, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, voilà, tu le fais sur 15 ans, tu fais sur 10 ans, etc. Et c'est aussi ces ayants droit derrière qui prennent le relais, du coup, et s'il y a un décès entre-temps, quoi. Voilà. Alors que là, au final, le décès arrête le prix du bien, et c'est ça qui peut modifier. En fait, la variable d'ajustement, elle est sur le décès de la personne, j'ai l'impression, par rapport au rendement de l'investisseur, en tout cas. Oui, mais au final, quand on tire un peu les ratios,
effectivement, il y a cet aléa de la durée pendant laquelle on va payer la rente, si je me place côté investisseur. Mais finalement, si on fait des ratios et qu'on fait des simulations, alors les simulations, elles vont dans les deux sens aussi, puisqu'effectivement, on prend l'espérance de vie, mais ça peut être aussi plus court, ça peut être plus long, et quand on fait ces ratios-là, au final, ça change très peu la rentabilité de l'investissement, au final. Parce qu'on voit que ça vient s'appliquer quand même déjà sur un bien qui a été décoté. Je ne sais pas si on reprend notre exemple de 100, on est passé à 50, il y a 30% qui ont été du viager, 20% qui doivent être consacrés, payés par la rente. Donc au final, s'il y a quelques pourcentages de plus ou de moins de rente payée, on profite également de la hausse du prix de l'immobilier, même si ça dure plus longtemps. Donc effectivement, il y a cet aléa. De l'entretien du bien, éventuellement, si la personne est plutôt soigneuse. Alors, oui, parce qu'elle vit chez elle, quoi. Ouais. Alors, effectivement, par rapport, par exemple, à un investissement locatif, il n'y a aucun problème d'entretien du bien. La personne, ce qu'elle a souhaité, son but premier du senior, du vendeur, qui va continuer à occuper son bien, c'est de rester chez lui. Il a fait cette démarche de vendre un viager, surtout pour rester chez lui, parce qu'il est bien chez lui. Il connaît le bien mieux que l'investisseur. Il y habite depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et c'est des gens du coup, qui vont être hyper soigneux. Il a le temps, souvent. Il a le temps. Souvent, c'est plutôt des gens qui... C'est une génération de bricoleurs plus que notre génération à nous, les quarantenaires. Donc, c'est des gens qui font très attention à leurs biens. Et du coup, il n'y a aucun problème d'entretien du bien. Et alors, effectivement, il peut y avoir, si on vient sur cette partie entretien, qui c'est qui paie quoi? C'est un peu comme dans une location classique, une répartition classique entre un locataire et son propriétaire. Okay. Les gros travaux sont à la charge du propriétaire, mais je veux dire, il n'y a pas de problématique particulière, parce qu'ils viennent augmenter aussi la valeur vénale du bien à terme, quand on va pouvoir le récupérer. Et par contre, les travaux, on va dire les petits travaux d'entretien, comme un locataire. Voilà, on peut retenir ça. Donc ouais, effectivement, je reviens sur le point d'avant, tu as bien fait d'insister là-dessus, parce que moi, j'avais forcément pas une bonne compréhension, et je pense, comme la plupart des gens du viager, où tu te dis, le viager, en fait, c'est un peu la loterie, si j'en achète un, soit le mec, il décède avant, soit le mec, il décède après, s'il décède après, mon investissement, il est pas bon, s'il décède avant, il est bon. En fait, c'est pas là, la variable, au final. La variable, c'est la décote à l'achat, qui est déjà, finalement, qui price déjà, toi, ton avantage en tant qu'investisseur. Et le reste, c'est une cerise sur le gâteau, si besoin, c'est ça, si le décès arrive avant. Oui, mais finalement, même s'il arrive après, c'est pas très grave, parce que la décote, elle s'est faite avant. Non, on a fait beaucoup de simulations dans ce sens. Effectivement, il y a cet aléa de durée, mais au final, il est faible, l'aléa. Bon, et après, il peut être contrebalancé pour un investisseur en faisant plusieurs viagers. C'est ça. En fait, c'est ce que je me disais tout à l'heure quand on parlait. Je me dis, l'idéal, c'est d'en avoir plusieurs, de lisser ça et de finalement, en termes de probabilité et de statistiques, être toujours à peu près sur ton parc, puis tomber sur la moyenne en espérance de vie, quoi. Ouais, tout à fait. Après, c'est comme dans tous les placements. L'idée, c'est de diversifier. Je vais tester le fauteuil un peu. Attends, oui. je vais m'allonger. Ça, c'est pour les jambes. T'as raté les soldes. Après, j'ai le dos. Putain, j'ai raté les soldes. Attends, non, mais je vais partir avec. Il y en a un qui est sympa, là. Franchement, le tissu, là, est sympa. Attends, je suis bien, là. Je suis bien. Vas-y. Je disais... Non, ce que je disais, oui, effectivement, c'est comme dans tous les achats immobiliers ou autres, tous les placements. Bon, il faut diversifier. Effectivement, déjà, si on fait 2 ou 3 acquisitions en viager, on considère qu'on a quasiment éliminé quand même une grosse partie de l'aléa. Et bien sûr, si on en fait 10 ou si on... Même si l'échantillon reste assez faible pour la statistique. Mais... mais okay. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit apparaître beaucoup de fonds d'investissement qui ont une stratégie d'investissement viager. Et c'est vrai que ça a tout son sens. Type SCPI, quoi. Ça consolide un peu tout, ça lisse le risque. C'est très grosse. Hein. Donc il y a une grosse appétence pour les investisseurs sur ce type de fonds. D'ailleurs, la collecte est très importante. Et je crois qu'il y a un gros fonds qui a stoppé cette année la collecte en plein milieu d'année. Parce qu'en face, il n'arrivait pas à acquérir assez de biens. Oui.
Donc grosse appétence des investisseurs pour ce type d'investissement, parce que les rentabilités offertes par ces fonds sont très bonnes, avec un risque qui est quasiment nul, quoi. Quand on achète, déjà, le sous-jacent, c'est de l'immobilier, et quand on l'achète de manière décotée, il ne peut pas se passer grand-chose, à part ne pas gagner ce qu'on avait espéré, être peut-être à 1 ou 2% de moins de rentabilité. Mais vraiment, ce type d'investissement, il est quand même très peu risqué, quoi. Mais c'est vrai que de le mutualiser, soit dans sa foncière personnelle ou familiale, parce que tu peux acheter avec n'importe quel type tu peux acheter en nom propre, tu peux acheter avec n'importe quel type de personne morale, comme n'importe quel bien immobilier. Il n'y a pas de sujet. Par contre, sur la partie financement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre de l'investisseur immobilier souvent, est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles sont les solutions pour éviter, pour les gens qui n'ont pas trop d'apport, est-ce que c'est jouable par exemple d'investir en viager? C'est jouable effectivement. Alors il faut arriver à... En fait, tout dépend l'investisseur, effectivement, si il y a des investisseurs qui se font financer en viager. Parce que leur banque juge qu'en termes d'endettement, qu'en termes de fiabilité, c'est cohérent. Et donc du coup, dans ce cas-là, tu as une partie du crédit à rembourser d'un côté, plus la rente. Donc en fait, toi ta charge vraiment financière, c'est la rente plus le crédit que tu dois rembourser à la banque, c'est ça? Après, on peut aussi voir le viager, même sans faire appel à la banque. Comme le bouquet, ça peut correspondre à de l'apport, et puis la rente à un prêt. Donc au final... il y a vraiment quand même cet aspect-là. C'est un peu comme c'est ce qu'on disait, c'est un peu comme si le vendeur nous faisait crédit. Et donc on peut jouer avec ça. Et même si on n'a pas beaucoup d'apport, c'est pour ça qu'on peut vraiment acquérir différents types de biens. Il y a des petits appartements à vendre en viager avec des tout petits bouquets. Il y a des bouquets de 30 000 euros. Et c'est quoi justement les types de biens que vous avez vous en portefeuille souvent? Est-ce que c'est plutôt de la maison? Parce qu'on a l'impression que les seniors quand même sont plutôt propriétaires de maisons. Comme tu le disais déjà, ils sont à 72% propriétaires. Je crois que c'est ça les chiffres que tu disais tout à l'heure par rapport aux locataires. Mais c'est souvent des biens qui sont quand même des biens un peu plus cossus normalement que des petits appartements quand tu as 25-30 ans, quoi. Oui, en tout cas, en campagne, c'est plus des maisons. Ouais. Une petite ville moyenne. Non, après, sur les grandes métropoles, il y a aussi de très beaux appartements. Mais tu as des coups à faire sur des petits... Typiquement, l'investisseur qui démarre, tu vois, le T1 bis, T2. Est-ce que tu as des biens comme ça quand même sur du viager ou c'est rare? C'est rare. Ouais. Donc du coup, ton apport, si ton bouquet c'est ton apport, ou ton apport c'est ton bouquet, bah, du coup, ça fait vite quand même monter j'ai l'impression les chiffres, parce que ça doit être 30%. C'est pour ça que, oui et non, mais c'est pour ça qu'il y a une opportunité pour moi, pour l'investisseur, par exemple, de venir investir dans des villes moyennes. Je sais pas, on parlait de Montauban, que tu connais aussi. Très bien. Donc voilà, Montauban, par exemple, on peut avoir, il y a des petites maisons à Montauban avec un bouquet qui va être bas. Ouais. Oui, tu vas être sur des petites maisons à 200 000 euros, grosso modo. Donc, bon, ça fait quand même 60 000 euros. 30%. Ça fait... Après, ce qu'on voit se développer de plus en plus, c'est... moi je disais, toi, c'est quand même très agile comme type de vente. Et par exemple, nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est des viagers 100% bookés. Et là, la donne, elle est vraiment différente. Donc, c'est-à-dire qu'on prend donc, notre valeur vénale, on reprend notre exemple de 100 000 euros de valeur vénale, on enlève le droit d'occupation, le droit d'usage et d'habitation, on arrive à 50 000 euros pour la valeur du bien occupé. Et au lieu de ces 50 000 euros de venir les splitter en deux avec un bouquet, par exemple, 30 000, et après une rente, on dit on va payer 50 000 euros de suite. Donc bouquet total, pas de rente. Pas de rente, et ça c'est intéressant aussi parce qu'on parlait de l'aléa tout à l'heure. Donc toi tes coûts c'est juste les coûts d'un propriétaire bailleur standard, le foncier par exemple, choses comme ça, si tu deviens propriétaire du bien. Ouais. Ok. Et le fait de ne pas avoir de rente, le vendeur a été payé en totalité. Là pour le coup, la banque peut prendre une hypothèque, se garantir sur le bien. Ouais.
Et là, on peut emprunter. Donc, Ok. et donc, effectivement, on peut emprunter. On a financé uniquement la moitié, enfin, s'il y a eu cette décote de 50%. Donc, il y a quand même un financement qui est quand même plus simple. Et là, le financement est possible. Et Ok. d'ailleurs, ça se fait. Mais ça, tu le constates vraiment, là, la décote 50%, c'est vraiment... Oui, c'est à peu Ouais, près ça. ok, ouais. Après, voilà, bon, chaque cas Ouais. est spécifique, mais Ouais, ça veut dire si j'ai du cash, clairement, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les gens qui ont du cash, de te dire, tu places ton cash, effectivement, ta plus-value, tu la prends à la sortie, quoi. ouais, c'est une vision un peu différente de l'investissement, par exemple, locatif, mais qui, pour moi, est assez complémentaire. Donc, en fait, au lieu d'acheter un bien sans de le financer, voilà, sans de le mettre en gestion ou de le gérer pour venir voilà, amortir le coût du bien, là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on vient prendre de suite la décote, qui peut correspondre en fait qui correspond au final à des années de loyer. Mais là, la décote, on la prend de suite. Donc, c'est psychologique et c'est pris. C'est pas hypothétique. Oui. Donc, on parlait, il y a une notion d'aléa dans le viager, mais il y a beaucoup d'aléas dans l'immobilier locatif traditionnel qu'on n'a plus. Clairement. Donc, cette décote qu'on a pris, effectivement, elle est orientée sur la valeur locative, finalement. Tu sais bien que voilà, quand on fait un achat pour immobilier locatif, alors on fait des beaux tableaux Excel. On se dit, ok, bon, ben, on va louer tel prix, 12 mois sur 12, Mm. on va, voilà. Bon, au final, ça se La passe. toiture, ça sera dans 15 Ouais, ans, pas avant. voilà, les locataires vont entretenir le bien, ça sera voilà, dans le meilleur des mondes. Bon, mais ça se passe jamais comme ça, donc il n'y a pas d'aléa autour de la location, en fait, c'est ça. Déjà, il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a strictement rien à faire. On achète le bien, et ensuite, on attend. Donc, en termes de... Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une agence locative et les coûts inhérents. Oui, même si c'est à Et- distance, effectivement, ça se fait tout seul, quoi. Ah oui, Mm. c'est pour ça que là, bon, il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent des biens loin de chez eux. Mais ouais. Mais là, c'est encore plus logique parce qu'il n'y a vraiment pas de gestion. Mm. Donc, il n'y a pas d'aléa ni de vacances, ni d'impayés. Donc ces deux aléas, voilà, en tout cas les aléas de la gestion, on les a plus. Mais du coup, effectivement, sur un viager occupé qui tracte, on va dire, de la totalité du marché, la Ouais, je quasi-totalité sais du pas, marché, peut-être 90, effectivement, c'est 95. soit tu apportes un apport conséquent, soit tu fais l'effort mensuellement, quoi. Tu as un taux d'effort Ouais, mensuel qui est beaucoup plus important que sur l'investissement locatif standard, ouais, puisque ouais, là, t'as ouais. pas c'est toi qui dois faire l'effort, quoi. Oui, Ok. mais tu vois ton bien du coup, en fait, tous les ans, tu vois ton bien revalorisé parce qu'en fait, tu t'approches de plus en plus de la valeur vénale. Oui. Ouais, puisque l'espérance de vie diminue. Mm. Et donc, on va dire, sans rien faire et de façon assez hyper sécure, eh ben, tu vas te rapprocher des 100 000 euros, par exemple, si on reprend notre exemple, Ouais. que de la valeur vénale initiale, bien évidemment, avec le prix du marché qui va revaloriser ton bien tous les ans. Oui, c'est Donc, ça. Oui, toi, tu as bloqué un prix aujourd'hui pour peut-être jouir du bien dans 10-15 ans. Et au final, dans 10-15 ans, ce bien, il aura pris de la valeur si l'investissement a été bon, au bon endroit, etc. Évidemment, il ne faut pas non plus faire n'importe bien quoi. sûr. Mais oui, toi, tu as arrêté un prix aujourd'hui pour une valeur qui est censée quand même croître d'ici 10-15 ans, quoi. Oui. Et en tout cas, ta valeur de 100, tu vas la retrouver. Enfin, Oui, voilà, oui, à au minima, c'est fur et à sûr. mesure, Ouais. au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est quelque chose qui est aussi intéressant, c'est que le viager est aussi un produit, on va dire, liquide. Enfin, on peut revendre en tant qu'investisseur le bien qu'on a acquis en viager, Ok. Ah sans ouais. attendre le Ah ouais. décès du ou des vendeurs. Sur la base des chiffres Eh ben, que tu as on achetés. va refaire une espérance de vie, on va recalculer la valeur vénale, l'espérance de vie aura diminué, donc la décote sera moindre, et donc on va déjà pouvoir constater notre plus-value. Et là, lui, l'occupant, il a pas son mot à dire. Si c'est pas bloqué dans le contrat, non. Ok. Bon, mais franchement, en fait, occupant, ça lui est un peu égal, quoi. Au Oui, lui, final. il transfère la garantie, enfin, la Ouais. responsabilité sur finalement le nouvel acquéreur, mais lui, il est Tant quand que même lui est garanti. garanti d'être Ouais. payé. Euh, donc, euh, donc ça, c'est important aussi de le savoir. Alors, je dis pas, hein, c'est moins liquide
qu'un studio en plein centre-ville. Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que c'est un peu plus complexe à vendre. Mais ça se fait. Ok. Ça se vend. Et c'est quoi la fiscalité sur les rentes, du coup, pour la personne Alors, la fiscalité, déjà, sur le bouquet, il n'y en a pas. Ok. Bon, parce que c'est une résidence principale, donc il n'y a pas de fiscalité. Et sur la partie rente, il y a un abattement de 70%. En fonction de l'âge. C'est en fonction de l'âge. Mais il y a quand même un abattement qui est intéressant. 70%, ouais, c'est pas mal. C'est Ouais. pas mal. Surtout que les TMI sont pas trop importantes normalement à la retraite. Enfin, moins importantes que pendant la vie active. Donc ça veut dire que j'encaisse 1000 par mois de rente. Je vais payer des impôts que sur 300. Ouais. Et si ma TMI elle est faible, finalement ça va. Quoi. Ouais. C'est assez intéressant pour le vendeur. Tout à fait. Et pour, mais pour en revenir à ça, tu vois, par exemple, si on a une réflexion en 100% bouquet, ça permet d'éluder complètement l'impôt. Oui, totalement. Et de faire un placement, par exemple, avec ce bouquet qui est supérieur à ce qu'on aurait eu s'il y avait une rente, qui va générer également du revenu. Donc si tu veux, ça on le voit apparaître de plus en plus quand même. C'est pour ça que j'en parle pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs et même de seniors. Ça leur pose aucun problème de toucher la totalité de la valeur occupée du bien et de faire de placer cet argent si psychologiquement ils préfèrent avoir une rente. Faut être bon gestionnaire. Ouais, faut être bon gestionnaire. Mais ça peut permettre par exemple aussi de faire on a pas mal de seniors qui souhaitent faire ça, faire une donation à ses enfants. Une donation plus tôt. Parce qu'on parle beaucoup, enfin, je sais pas, il y a une image quand même dans le viager en disant non, mais c'est que pour les gens qui n'ont pas d'enfants. Oui, c'est vrai qu'il y a cette notion de dire attends, tu fais un viager, ça veut dire que tu es un peu égoïste, tu prends tout pour toi et tu laisseras rien à tes gosses. Non, pas du tout. C'est faux. Déjà, ça permet souvent aux seniors de ne pas faire appel à leurs enfants tous les mois pour vivre correctement. Totalement. Ouais. Donc ça, c'est important. Et ensuite, ça peut permettre effectivement de faire une donation à ses enfants 15 ans plus tôt. Et là, si on regarde un peu l'espérance de vie, on hérite actuellement plutôt autour des 60-65 ans de ses parents que plus tôt. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir peut-être, je sais pas moi, 50%, enfin la moitié, mais à 45 ans comme héritage? Oui. Je pense que c'est plus utile. Oui, c'est plus utile. Fiscalement, c'est plus intéressant parce qu'il y a cet abattement, je ne sais plus combien c'est 100 000 € tous les 15 ans, je crois que tu peux léguer comme ça à ton descendant direct. Puis après, c'est 30 000 € pour les petits-enfants. Je ne suis pas fiscaliste, mais je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Donc effectivement, c'est intéressant de le faire. Mais c'est dur de parler de ces sujets-là avec les parents. C'est pas évident, tu vois. En tout cas, pour un enfant, d'amener ces sujets, c'est assez complexe, je trouve. Pour un parent, de le faire, ça semble naturel. Mais ça se fait assez tardivement, comme tu le dis souvent en France. Ouais, c'est possible. Je sais pas, je n'ai pas parlé à mes parents encore. Mais... Moi, j'ai commencé à en parler à mon père il y a quelques années. Je sais pas s'il va m'écouter là. J'en ai parlé il y a quelques années parce qu'effectivement, la fiscalité, c'est quand même un sujet. Et on a tous entendu des histoires de gens qui étaient incapables de payer des droits de succession et qui, du coup, devaient vendre des biens patrimoniaux et familiaux pour payer des droits. Et au final, il restait plus grand-chose, quoi. Voilà. Des gens qui n'ont pas aussi optimisé les choses dans leur vie, on est d'accord. Mais je pense que ça peut s'anticiper. Effectivement, le viager, avec un bouquet à 100%, peut aussi être un sujet, quoi. Ouais. Oui, mais c'est vrai que toi, on réfléchit, ce sujet-là que tu évoques là m'amène à... Moi, j'ai des investisseurs qui me disent effectivement qu'ils sont en train de réfléchir aux investissements viagers dans un cadre de transmission. Ils ont par exemple des SCI, des sociétés foncières familiales, et le fait d'acheter un viager, ça permet effectivement de figer une valeur décotée et de pouvoir transmettre sur une valeur décotée. Oui, donc, totalement. Ouais. Ça, j'ai eu le cas là, récemment, justement, parce qu'on fait aussi... on commence à conseiller des familles, des investisseurs dans leur stratégie d'investissement. Mais une stratégie, on va dire, plus large, sur des années. Donc on définit avec des clients investisseurs en disant, voilà, moi je vais mettre une poche de viager dans mes investissements. On va le définir ensemble, on va travailler ensemble. On veut faire 10 investissements viagers dans les 3 ans qui viennent. On va faire quelque chose, voilà, et nous on le prépare et on travaille ensemble, quelque chose de cohérent, de diversifié, etc. Et ces sujets de transmission apparaissent.
Et dans ce cadre-là, ça peut être un outil intéressant. Non, mais c'est sûr que très clairement, la valeur de la part sociale sur une SCI, quand tu as un bien qui est décoté de 50%, elle est 50% moindre. Donc forcément, à transmettre, ça coûte moins cher en termes de droits d'enregistrement, de taxes, de plus-value éventuelle. Ouais. Et la valeur, on est assuré, si tu veux, voilà, d'ici 10, 15, 20 ans, de retrouver la valeur de la pleine propriété, quoi. Bah ouais, carrément. Donc, carrément. Mécaniquement. Ouais. Totalement. Tu vois d'autres choses à ajouter sur la partie viager? Moi aujourd'hui, là, tu vois, je sais pas combien ça fait, 45 minutes ou 50 minutes après, j'ai une meilleure vision de ce qu'était le viager, tu vois, avant de venir ici. Même si, voilà, on se côtoie depuis de nombreuses années et que, tu vois, t'es dans ce business aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'avait jamais eu trop l'occasion d'en parler vraiment. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai quand même une bonne vision et j'avais, tu vois, une vision un peu biaisée de ce qu'était le viager, justement par rapport à ces systèmes d'espérance de vie, de rente, de loto un peu, tu vois, même si j'aime bien le gambling, mais tu vois, ça reste... quand tu commences à parler de gros sous, ça reste quand même plus compliqué. Mais je pense que voilà, les auditeurs aussi et auditrices ont une bonne vision, mais est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose là, dans tout ça? Alors, peut-être que moi, ce que je veux dire par rapport à l'image du viager, où des fois on parle d'un pari sur la mort, moi je ne vois pas du tout comme ça, et nous on ne voit pas du tout comme ça, et c'est pas comme ça qu'on prend les choses. Le vendeur non plus d'ailleurs, je pense. Le vendeur non plus. Non, moi je pense qu'il y a quand même une dimension sociale. Parce que on fait des rendez-vous qui sont des fois émouvants entre l'investisseur et la famille des seniors, parce qu'il y a souvent les enfants qui sont là, parce que tu disais, c'est quelque chose, souvent des décisions familiales. Et au final, non, ce qu'on se rend compte, c'est que l'investisseur, il va financer une retraite plus agréable et une fin de vie plus agréable pour le senior. Donc moi, c'est plutôt ça que je retiens, quoi. C'est juste. Et dans la dynamique et dans les problématiques actuelles de pouvoir d'achat, de fin de mois, finalement, c'est des solutions qui sont apportées. Et ça, l'investisseur, même si au départ, il n'avait pas forcément vu cette notion, il a vite l'impression quand même de participer à une fin de vie agréable et de permettre une fin de vie agréable pour un senior, pour un couple. Donc pour moi, il y a un autre aspect aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est ça permet aussi de vendre un viager pour le senior de venir protéger le conjoint, on va dire survivant, comme on appelle. Parce que souvent on a des retraites qui sont un peu déséquilibrées, par exemple entre les hommes et les femmes. Et là, ça permet de venir figer un revenu mensuel pour le dernier vivant, quoi. Oui. Et ça, c'est quand même hyper protecteur. C'est vrai. Donc, mais parce qu'effectivement, alors moi je t'avoue que je suis pas très calé sur la partie senior, fin de vie, etc. Beaucoup moins que toi, mais effectivement, tu as un couple de seniors, ils ont chacun leur retraite, il y en a un qui décède. Qu'est-ce qu'il advient de sa retraite? Elle disparaît complètement, et donc du coup c'est une économie de l'État ou elle est quand même transférée à tout ou partie? Non, mais je crois qu'il y a un système de réversion, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne suis pas non plus un spécialiste de la retraite, mais qui est partiel. J'ai vu pas mal de spécialistes, moi, avec des pancartes rouges et jaunes en train de lever des drapeaux rouges et jaunes dans les rues des spécialistes de la retraite. Faut les interviewer, ouais. Samedi, tu peux y aller, je crois. Non, je crois qu'effectivement, il y a une partie, je crois qu'il y a la réversion, mais qui est partielle. Oui, alors que là, la rente, au final, elle est à 100%, quoi. Ah oui, là, effectivement, la rente, ça ne change strictement rien, quoi. Ah ouais, intéressant, très intéressant. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as des chiffres un peu macro sur le marché, ça représente quoi les ventes viagères en pourcentage ou en nombre de transactions? Alors c'est à peu près, d'après nos chiffres, 1% des ventes. Okay. Donc on va dire autour des 8-10 000, quelque chose comme ça par an. Donc c'est vraiment une niche. Ouais. Mais nous, c'est vrai qu'on trouve que ce type de vente est bien équilibré, et on pense qu'il est pour le coup moderne et qu'il répond à pas mal de problématiques des deux côtés. Et moi, c'est ça qui me paraît intéressant, parce que pour qu'il y ait une vente, il faut qu'il y ait deux acteurs des deux côtés, un vendeur, un acheteur. Et un intermédiaire aujourd'hui, tu le disais justement sur la partie viagère, qui est indispensable, compte tenu du fait que c'est un peu une usine à gaz quand tu maîtrises pas le sujet, en tout cas. Et surtout, on le voit, les seniors, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Alors, à côté, ce qui est bizarre avec les seniors, c'est qu'ils ont beaucoup de temps, mais que du coup, ils n'ont pas envie de se prendre la tête avec ces trucs comme ça. Non, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et on l'a vu, c'est compliqué. Bon, là, on n'est pas rentré dans le détail des calculs. Ouais. Mais c'est ce qu'on fait avec les seniors. Il y a quand même
il y a une technicité un petit peu sur les modes de calcul. Alors quand la maîtrise, elle paraît pas compliquée, mais pour un senior qui découvre le viager, c'est vraiment important de l'accompagner. D'ailleurs, les rendez-vous qu'on fait avec les seniors, ils durent, je crois qu'en moyenne, presque 2 heures. Ah ouais. Donc, ça demande beaucoup de temps, effectivement. Ouais, du temps. Ouais. Et puis vraiment, encore une fois, on parle d'autres choses aussi parce qu'on a besoin de bien comprendre. Ouais. Donc, parce que... Il faut bien cerner l'objectif aussi, quoi, pour bien les... Ouais, parce que les objectifs peuvent être divers, quoi. Et oui. On a dit, ça peut être effectivement une problématique de financer sa fin de vie, d'investissement aussi, pour différentes typologies de produits, mais ça peut être aussi vraiment, et ça on l'a quand même couramment, faire une donation, aider ses enfants, par exemple, pour s'installer, pour acheter leur résidence principale. Ça peut être aussi pour rembourser des prêts, mais ça on le voit aussi. Ah ouais. Des seniors qui ont fait pas mal de prêts à la consommation, parce que problématique de financement de fin de vie avec les petites retraites et le coût de la vie. Et donc souvent on a vraiment ça qui arrive dans l'équation. J'ai 40 000 € à rembourser, etc. Ouais. Donc là le bouquet peut être intéressant pour eux, puis ils soldent, ils épurent d'un coup. Ouais. Et repartent et après ils prennent une plus petite rente s'ils ont besoin d'un gros bouquet, mais ok. Bon, c'est très très clair. Donc sur l'officeduviager.com, on peut retrouver des biens à la vente et avoir une idée aussi un peu plus concrète de ce que peut être un bien en viager et de comment c'est structuré. Vous le présentez sur le site, j'imagine, vous le présentez bien pour que ce soit plus vendeur aussi. Ouais, effectivement, on essaie d'être le plus clair possible. On a aussi des conseillers qui sont dédiés d'un côté senior, parce que c'est vraiment 2 approches complètement différentes, dédiées aux vendeurs, et puis des conseillers qui sont là effectivement pour la partie investisseurs, et on a toute typologie d'investisseurs et on s'adapte aux investisseurs, des investisseurs qui ont vraiment qui connaissent, qui vont faire leur premier investissement immobilier, et puis des investisseurs très avisés avec des grosses foncières, avec des stratégies bien établies, et voilà, on accompagne chacun de ces investisseurs en fonction de ses besoins. Donc on a effectivement acquis grosse connaissance des 2 côtés. Ouais. Mais c'est ça qui fait qu'on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes de seniors qui viennent nous voir et qu'on va accompagner. Et effectivement, on commence à avoir beaucoup de mandats à rentrer sur une petite niche, quoi. Donc on commence à avoir une diversité de biens qui est intéressante. Et c'est vrai que dans l'ambiance actuelle où on commence à voir quand même que le marché immobilier commence un peu à se gripper, un petit attentisme, là on en parlait tout à l'heure, qui se met en place. 2023, nous on discute beaucoup avec les agents co et avec nos partenaires sur le terrain, qui font aussi parfois de la transaction classique. Et voilà, on sait que l'année 2023 risque d'être un petit peu compliqué sur la transaction classique. Nous, sur le viager, il y a un dynamisme et une croissance qui est importante. Ouais, c'est intéressant. Et on le disait effectivement avant d'enregistrer l'épisode, tu me disais qu'il y avait des opportunités à saisir et qu'il y aurait certainement des opportunités à saisir là, dans le viager ou ailleurs d'ailleurs, mais particulièrement aussi dans le viager, et qu'il faudra être alerte là-dessus. En tout cas, mais que ça peut être intéressant pour les investisseurs parce qu'on est vraiment, et là je peux le dire, je pense à la fin de l'épisode, on est vraiment sur un produit qui est dédié à des investisseurs pour le coup. Oui, voilà. tout à fait. Ouais. Non, effectivement, il y a des opportunités là qui sont là, quoi. Il y a beaucoup de vendeurs qui souhaitent vendre un viager. On a expliqué pourquoi. Et il y a des investisseurs qui vont avoir des belles opportunités. On a vu que cet effet de levier hors emprunt bancaire était hyper efficace. Et les taux d'intérêt qui sont maintenant qui remontent va favoriser aussi l'investissement. Pour l'investisseur, vraiment, c'est une alternative qui est importante à du meublé, quoi, par exemple. Ouais, totalement. D'ailleurs, les meubles, ça peut s'acheter avec le viager ou c'est toujours vendu nu et les meubles restent la propriété de Bonne question. vendeur. Bon, ça se négocie un peu comme dans ça doit se négocier, n'importe quelle j'imagine. vente. Moi, j'ai vendu ma maison et quasiment tout était meublé. C'était une négociation initiale. Ouais. On a listé les meubles, c'est pareil, quoi. On va venir lister les meubles. C'est un peu plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut se projeter. Il faut se projeter, en fait. Il faut que le vendeur se projette en disant ce meuble, je vais le laisser ou
ma famille ne va pas le récupérer. Oui, c'est vrai que c'est là, un peu avec particulier. l'inertie, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Bon, en général, bon, c'est des sujets qui ne sont pas trop traités, où on considère que ça va être rendu vide. Ok. Et donc, par contre, sur un viager libre, après, j'en fais ce que j'en veux. Je peux le meubler, le louer nu. Ça, oui, bien sûr, voilà. viager libre. Après, sur là, je choisis ce que je fais en termes d'exploitation, quoi. Je suis pas. Ok. Mais bon, très intéressant. Merci, Jérémy. Tu veux ajouter autre chose? Bah non, je crois qu'on a essayé de parler de pas mal de choses. Non, je crois qu'on a bien. J'espère en tout cas avoir été assez clair sur le sujet pour essayer ça allait. d'expliquer des choses. Voilà. Ça allait. Merci beaucoup. officeduviager.com ou l'officeduviager.com? officeduviager.fr. Ouais. Tu t'as fait une petite redirection 305 quand même, du .com au .fr. Faudrait mettre du digital. Ok, officeduviager.fr dans le doute. Mais merci encore. Écoute, à très vite pour de nouveaux sujets tout aussi croustillants que la vente à rémunérer et le viager. Merci Julien. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.